Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, les opérations de secours se poursuivent à Saint-Louis du Sénégal. Le chavirement d'une pirogue a fait 6 morts. 60 personnes étaient à bord de l'embarcation. Les derniers développements dès le début de cette édition. Début des épreuves du brevet de fin d'études moyenne, près de 189 000 candidats cette année. Pas d'incident majeur, nous ferons le point à Dakar et en région. Et puis la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal plus que jamais divisée. La confusion règne autour du nom de la Confédération. On vous explique tout dans ce 20h. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. « 60 migrants étaient à bord de la pirogue qui a chaviré au niveau de l'embouchure de Saint-Louis. 6 corps sans vie ont été retrouvés ainsi que 4 personnes secourues. La Marine nationale et les sapeurs poursuivent les opérations de secours. Le point avec Ousseynou Diop. La pirogue qui transportait des migrants a chaviré aujourd'hui vers 5h30 du matin, selon les informations reçues auprès des autorités. Selon nos sources, les personnes qui tentaient de rallier l'Espagne étaient au nombre de 60 dans la pirogue et voulaient retourner sur la terre ferme après des problèmes notés sur l'un des moteurs hors bord. Les recherches entamées par la Marine nationale et les sapeurs-pompiers ont permis de repêcher 6 corps sans vie et 4 rescapés. Selon les informations du commandant de la 51e compagnie des sapeurs-pompiers, les 4 corps sont acheminés à l'hôpital régional de Louga et les 2 autres à l'hôpital régional de Saint-Louis. Pour le moment, les recherches se poursuivent. La Marine et la brigade des sapeurs-pompiers de la région Nord ont mobilisé 2 vedettes, 3 Zodiac et 2 ambulances pour continuer les recherches afin de trouver les survivants ou des corps des migrants clandestins disparus sur la brèche. Une enquête est aussi ouverte pour déterminer les causes réelles du chavirement et le point de départ de cette embarcation. Malgré le danger, les risques de péril en mer, la détermination des candidats est frappante. C'est en désespoir de cause qu'ils décident de partir. Reportage au quai de pêche de Yarar, principal point de départ en 2005. Reportage Habib Faye, Alioune Diagne. C'est presque la même phrase que véhiculent tous ces pêcheurs sur le quai de pêche de Yarar, principal point de départ des migrants depuis 2005. Sur cette plage se trouve cette tente qui leur sert de lieu de réunion et de détente. À l'heure où l'immigration clandestine continue de faire ses dégâts au Sénégal, ils sont plus que déterminés à affronter l'océan vers une destination meilleure. Personne ne peut échapper à la mort. Il faut être courageux dans son métier. Une pirogue a quitté ici pour aller en Espagne il y a de cela 5 jours. Actuellement, on dirait qu'on est en train de revivre la même situation qu'en 2006. Les pirogues quittent en catimini. Il y en a qui prennent le départ à Yarar, d'autres à Thiaroye aussi. On ne va pas médiatiser l'immigration clandestine. Vous savez, il y a beaucoup de non-dits dans l'affaire. Maintenant, on voyage dans le plus grand secret possible pour éviter d'avoir des soucis. Et c'est dommage. La reproduction des produits halieutiques est au ralenti. Les pirogues ne vont plus en mer depuis Tabaski. Les pêcheurs sont à la recherche de solutions pour s'en sortir. De toute façon, les jeunes vont partir. Depuis la Tabaski, aucune pirogue n'est allée en pêche. Il n'y a plus rien dans la mer. Nous parcourons des centaines de kilomètres à la recherche de poissons. Mais rien. C'est dur. Et pourtant, un comité de lutte contre l'immigration clandestine est mis sur place pour soutenir les migrants de retour. Mais il n'existe que de nom selon ces pêcheurs. À l'origine, c'était pour la réinsertion sociale des migrants. Aujourd'hui, la structure peine à faire face aux difficultés des migrants. Ce comité est juste mis en place pour arnaquer les jeunes migrants. Parce que pour moi, le comité devrait rendre compte aux jeunes chaque mois, mais il ne l'a jamais fait. Un truc de migrants retour pour réinsérer nos compatriotes, pour réinsérer la population de Hann Bel-Air. Mais on n'a pas eu la chance d'avoir les financements, on n'a pas eu de
réinsérer les enfants parce qu'on n'a pas l'essentiel. Kafountine fut le premier point de départ pour certains jeunes migrants. Depuis, les jeunes continuent de pratiquer ce voyage illégal. Et dans ce contexte, on apprend que 260 Sénégalais en détresse ont été pris en charge par la garde-côte marocaine au niveau de la ville de Dakhla. Ils seront rapatriés par voie terrestre ce week-end. Voyons tout cela avec Aminata Mbarisso. Dans cette salle, des Sénégalais candidats malheureux à l'immigration clandestine. En face d'eux, le consul général du Sénégal à Dakhla, une ville marocaine, Babou Sène. Au menu des discussions, quelle stratégie pour le retour au Sénégal par voie terrestre? Et à l'entame de ses propos, le consul général Babou Sène a tenu à rassurer ses compatriotes. Il annonce que les autorités mauritaniennes sont d'accord pour que le convoi puisse passer par voie terrestre au niveau de leurs frontières. Pour rappel, ils sont 260 Sénégalais candidats à l'immigration clandestine secourus par les gardes-côtes marocaines et pris en charge dans la ville de Dakhla. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, les faits ont eu lieu entre le 29 juin et le 9 juillet 2023. Ces 262 Sénégalais candidats à l'immigration clandestine ont été secourus au niveau de la ville de Dakhla. Depuis lors, en collaboration avec les autorités marocaines compétentes, les deux États s'activent pour que le rapatriement de ces Sénégalais puisse se faire par voie terrestre, ce qui semble être sur la bonne voie. Le consul général du Sénégal à Dakhla indique que ces 260 candidats à l'immigration clandestine devraient revenir au Sénégal d'ici le week-end prochain par voie terrestre. Et en plus de ces 260 Aminata en partance pour l'Espagne, une autre pirogue avec à bord 48 jeunes a été sauvée cet après-midi même. Ces jeunes qui ont quitté les côtes sénégalaises seront tous rapatriés et débarqueront à Rosso dans le nord du Sénégal. Kaffrine également, une zone à forte migration, des financements d'un montant global de 60 millions de francs CFA injectés dans des projets en faveur de migrants de retour, de potentiels migrants et d'associations de migrants, selon le responsable du bureau d'accueil, d'orientation et de suivi des Sénégalais de l'extérieur. Nous l'écoutons avec Ndeya Obey. Le projet GMD a, dans le cadre de ses activités et de son partenaire technique, notamment l'Union européenne et la coopération espagnole, mis en place des fonds nationaux et des fonds régionaux. Les fonds nationaux sont destinés aux ONG qui interviennent dans les questions migratoires. Les fonds régionaux sont destinés aux migrants de retour et aux potentiels migrants. Dans cette région, nous avons eu à procéder à une sélection de projets de 75 bénéficiaires, des migrants de retour, des potentiels migrants et des associations de migrants qui se sont réunis en projet collectif. Ça va de l'aviculture, l'embouche bovine, l'embouche généralement ovine, bovine, caprine, le maraîchage, l'artisanat, les mécaniciens, toutes ces activités qui concernent l'artisanat et l'élevage. Ce sont ces secteurs d'activité-là qui sont financés. Nous avons procédé à des appels à candidature. Nous avons fait une campagne d'information et de sensibilisation pour dire, dans la région de Kaffrine, à l'image des 14 autres régions, qu'il y a des subventions qui sont destinées aux migrants de retour et aux potentiels migrants. Entendez par potentiels migrants, c'est toutes ces personnes qui sont tentées par la migration irrégulière, en passant par la mer, par la terre, par tous les moyens qu'ils trouvent nécessaires et utiles. Et puis santé, le troisième cas de Crimée-Congo confirmé lundi, prise en charge à l'hôpital d'Al-Aldiam de Guédiawaye. Selon le responsable de surveillance épidémiologique et post-vaccinale au ministère de la Santé et de l'Action sociale, le malade a été détecté après les célébrations de la Tabaski et isolé précocement. Son état de santé s'améliore selon le docteur Bouli Diop. On en vient au démarrage des épreuves du BFM. Ils sont près de 189 000 candidats cette année à se présenter au BFM, dont 109 000 filles. Un examen qui se déroule normalement sur l'ensemble du territoire. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté.
L'examen du brevet de fin d'études moyennes BFM a démarré dans l'ensemble du territoire national. Cette année, ils sont plus de 189 000 candidats, dont 57% sont des filles. Pour cette année, nous avons 189 361 candidats, dont plus de 109 000 filles, ce qui représente donc plus de 57% du taux. Donc nous constatons donc qu'il y a plus de filles que de garçons. Un tour dans les différents centres d'examen avec la directrice de cabinet du ministre de l'Éducation nationale a permis de constater de visu le déroulement normal des épreuves. L'école Sainte-Marie de Anne et le lycée de Anne. Et nous pouvons dire l'appréciation que nous avons, c'est une appréciation générale, que tout se passe très bien. Nous avons eu l'écho des autres académies et rien à signaler, tout se passe très bien. Et même au niveau des régions du... Au cours Sainte-Marie de Anne, comme au lycée de Anne, de la même localité, tout se passe parfaitement. Nous avons pu faire 2 centres d'examen, notamment le centre des cours Sainte-Marie d'Anne et ici au niveau du lycée de Anne. Donc notre impression, après avoir visité ces 2 centres, est très représentatif de la situation globale dans la région de Dakar. Donc l'examen se déroule dans d'excellentes conditions. Donc toutes les dispositions qui ont été prises lors des différentes rencontres préparatoires, notamment les CDD que les préfets ont présidés, ont été respectées. Au niveau du jury 2, on a 2 absents, un garçon et une fille. Et au niveau du jury numéro 1, on a une fille qui est absente. Donc pour le reste, il n'y a pas de problème, on a 565 candidats. Durant 3 jours, les élèves vont se pencher sur différentes épreuves, allant du français aux mathématiques, sans compter les sciences. Et dans la banlieue de Dakar, au centre Parcelles Assainies CM18, ils sont près de 400 candidats répartis en 2 jurys. Selon certains candidats, les sujets étaient abordables. Ils espèrent réussir l'examen haut la main. Fatima Touré. Ils sont plus de 400 000 candidats répartis dans 2 jurys à passer le brevet de fin d'études moyennes dans ce centre. Au sortir des épreuves de français, la confiance est de mise chez certains. C'était abordable. Vous l'avez vu en classe? Oui. Surtout le sujet 1. C'était abordable et en plus, mais un peu difficile quand même. En plus, mais le sujet était abordable. Je les trouve un peu moins difficiles quoi. Pour cette année. Avec sérénité et assurance, d'autres expliquent la quintessence des sujets. Personnellement, j'ai pris sujet 2. Oui. Parce que ça nous demandait si les biens matériels étaient suffisants pour le bonheur de l'homme. Donc on sait tous que le bien matériel ne suffit pas au bonheur de l'homme. Donc on a pu expliquer. Donc c'était un sujet abordable. Le sujet numéro 2, c'était un peu facile là. Parce qu'on parlait de du bonheur chez l'homme. Parce que le bonheur chez l'homme, c'est de sa famille qui vient. Ça vient de sa famille, de l'amour de sa mère. Non, c'est pas le bien matériel qui compte. C'est l'amour de sa famille. Sujet 2. Parce qu'on parle des biens matériels et parce que j'ai déjà vu une vie avec les biens matériels, avec l'héritage de mon grand-père. Pour l'édition 2023 du BFM, 189 361 candidats sont enregistrés, dont 109 232 filles. Ils sont répartis dans 1135 centres à travers le pays. Abordable mais un peu difficile quand même. À Kaffrine, 1485 candidats ont passé les épreuves, 148 surveillants ont été également mobilisés dans les différents centres. Voici l'IEF de Kaffrine, Doudou Fofana avec Ndeye Awabey. Ce matin, nous avons visité 3 centres. Le centre d'ICM Wali Choban, le centre de El Hadj Alioune Fana Cissé et le centre de Wali Fata Ndiaye. Ce que nous avons pu constater, c'est qu'il y a un nombre impressionnant, je peux dire la quasi-totalité des élèves, on les a trouvés dans les centres. Je veux dire par là qu'il y a très peu d'absents dans les 3 centres que nous avons visités. Et les surveillants aussi étaient venus, sont là massivement.
Donc on a noté dans les 3 centres que 2 absences. Nous sommes à un taux de présence de 98%. Donc ce qui veut dire que c'est un taux très satisfaisant. Donc le département de Kaffrine a vu cette année l'inscription de 1485 candidats. Et nous avons aménagé 59 salles. Et il y a 10 centres d'examen. 148 surveillants ont été mobilisés, 48 secrétaires. Et les correcteurs s'élèvent à 128. Ce qui veut dire qu'au moment où je vous parle, les dispositions sont prises pour pouvoir terminer à temps. Tout autre chose à présent, série d'arrestations dans les rangs de PASTEF. Beaucoup de cadres du parti actuellement en prison. Comment survivre et quelles perspectives politiques pour les patriotes? Élément de réponse, Cher Diop et Pape Sangoni Baye. Ils sont nombreux des militants et responsables du PASTEF envoyés en prison. Le dernier en date, Birame Souleye Diop, des arrestations qui ne seront pas sans conséquences pour le parti d'Ousmane Sonko, mais qui ne peuvent pas fragiliser l'organisation politique. Moi, je pense que cela, à mon avis, ce n'est pas nouveau. L'histoire politique du Sénégal a été jalonnée de purges, mais également d'arrestations, notamment si on remonte un peu de l'histoire politique du Sénégal. Le PAI a connu des purges qui l'ont tellement diminué que ce parti presque a disparu de la scène politique sénégalaise. Justement, moi je pense que cette stratégie qui est appliquée à PASTEF, je l'ai toujours dit, c'est une tentative du régime de mettre ce parti dans ce que j'appelle les arcanes précaires de la déculpabilisation. Le PASTEF est un très grand parti. C'est un grand parti qui a une capacité de mobilisation et d'organisation éprouvée. Et l'investiture du candidat du PASTEF, les Patriotes, pour la présidentielle de 2024 est prévue dans 3 jours. La présence d'Ousmane Sonko dans cette cérémonie ne sera pas une chose facile, vu sa situation actuelle. Quitte de la participation de Ousmane Sonko, bon, pour moi, Ousmane Sonko ne sera pas au meeting ou il y sera de façon virtuelle. Ousmane Sonko fait l'objet d'un blocus de sa maison, il ne sort pas, les gens viennent le voir que sur autorisation du ministre de l'Intérieur. Je ne pense pas que le ministre de l'Intérieur va l'autoriser à sortir. Mais maintenant, les technologies aidant, aujourd'hui, Ousmane Sonko peut, à partir de chez lui, aller faire une déclaration avec des gens. Parce qu'il l'a fait et refait. Depuis qu'il a fait l'objet de blocus, il a fait une interview avec France 24, il a fait une déclaration une fois sur la Tabaski, etc. Donc je pense que ce n'est pas compliqué de comprendre que Ousmane Sonko sera le candidat investi qui n'y sera pas. Ce sera le candidat investi qui ne va pas se déplacer, mais ce sera le candidat investi qui sera présent à travers les nouvelles technologies. Malgré ces arrestations, l'intérêt supérieur de la nation doit primer, d'où l'importance de toujours dialoguer. Il serait intéressant, il serait normal que le président de la République fasse de tout son mieux pour qu'il y ait ce qu'on appelle la désescalade politique. C'est-à-dire que des escalades politiques et une sorte d'aggiornamento, ce qu'on appelle un aggiornamento, qui permettra à tout le monde de participer et qui permettra à tous les fils du Sénégal de se retrouver, à tous les acteurs politiques de pouvoir participer à une élection inclusive. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on n'aura pas de chaos dans ce pays. Aucun homme n'est supérieur au Sénégal. Aucun. Qu'il s'appelle Ousmane Sonko, Macky Sall, Bachir Fofana ou tout ce que vous voulez. Personne n'est supérieur au Sénégal. De ce point de vue, l'élection se tiendra comme il se devra et le respect de cette élection ou des résultats issus de cette élection nous incombe en tous. Pour la plupart, les membres du PASTEF sont poursuivis pour des délits de diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrat, actes de nature à compromettre la paix publique et offense au chef de l'État. Un avocat de Ousmane Sonko visé par une plainte en France. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a déposé une plainte contre l'avocat Juan Branco. Une plainte pour mise en danger des fonctionnaires français au Sénégal. Explication, Mamadou Fall. Branco dans le viseur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Les événements du mois de juin au Sénégal connaissent de nouveaux rebondissements au plan judiciaire. Le ministre des Affaires étrangères de l'Europe a décidé de porter plainte contre l'avocat d'Ousmane Sonko. Pour rappel, Juan Branco a annoncé porter plainte pour crime contre l'humanité à la suite des répressions des manifestations contre l'incarcération de l'opposant sénégalais. Il avait accusé spécifiquement 2 coopérants français en les citant par leur nom avant de communiquer les données personnelles de l'un d'entre eux, comme son numéro de téléphone ou son matricule. Il avait également cité le nom de 5 autres agents lors de sa conférence de presse. Des déclarations insupportables pour le ministère des Affaires étrangères qui demande que l'avocat soit rappelé à l'ordre. L'avocat a bien annoncé de manière arbitraire une implication de ces 2 coopérants français dans 2 tweets publiés quelques jours avant la conférence de presse. Juan Branco disait avoir identifié tous les militaires français intégrés au commandement de la gendarmerie sénégalaise, soulignant ainsi un prétendu rôle de la France dans la répression des violences. Le ministère porte plainte en application de l'article 40 selon lequel toute autorité ou fonctionnaire est contraint de signaler un crime ou un délit dont il a connaissance. L'avocat a aussitôt réagi via Twitter. Je cite, « Les masques tombent. La France porte plainte contre moi, mon pays, mon peuple, ma patrie. » Pour lui, cette plainte n'est rien qu'une tentative d'intimidation. Et cette réaction du ministère de l'Europe prouve à suffisance la véracité de nos informations, révèle l'avocat Juan Branco. Merci Mamadou. Confirmé par la Cour suprême, la CNTS FC Authentique sous la houlette de Bakhaw Diong demande à Cheikh Diop de changer le nom de son organisation susceptible de semer la confusion. Elle accuse ce dernier d'avoir porté sur les fonds baptismaux la Coordination nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS FC. La centrale syndicale a tenu une assemblée générale ce mercredi, rencontre au cours de laquelle Bakhaw Diong et compagnie ont condamné les événements malheureux de juin, sans demander à l'État de soutenir les travailleurs victimes. Ibrahima Khan, Amadouba. Après la confirmation de sa légitimité par la Cour suprême, la CNTS FC Authentique veut mettre un terme à la confusion autour du nom de la centrale syndicale. Il ne peut pas y avoir 2 CNTS FC avec un même récépissé. Le récépissé 237. Je pense que maintenant, le ministère du Travail nous a entendus, l'État nous a entendus. Ils ont demandé à l'autre de changer de dénomination. Donc, Cheikh Diop a créé une nouvelle centrale syndicale dénommée Coordination nationale des travailleurs du Sénégal, Force du changement. Il enlève maintenant la coordination, la confédération, pour la remplacer par coordination. Cette confusion-là, c'est cette confusion CNTS FC qu'il veut mettre dans la tête quand même des camarades. Nous avons alerté l'opinion nationale et internationale pour vous dire que moi je suis une femme, je dirige certes, mais tout le monde me combat. Autre point inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée générale, les émeutes et casses notées début juin. La CNTS FC demande à l'État de soutenir les travailleurs victimes. L'État doit indemniser ses travailleurs, indemniser même ses entreprises pour que le travail puisse reprendre. Nous ne pouvons pas comprendre que les gens restent dehors et que l'État croise les bras. Ça, c'est pourquoi nous avons fait appel à l'État pour la sécurisation de nos biens, la sécurisation de nos emplois. C'est très clair. Et ça, c'est le rôle de l'État, ce n'est pas le rôle des autres partis politiques quand même. Nous voulons que l'État nous encadre, l'État fasse de sorte que les travailleurs reprennent leur boulot. Pour préserver la stabilité du pays, Bakhaw Diong et compagnie appellent les acteurs politiques à la retenue. Ils demandent également à Cheikh Diop de restituer tous les biens appartenant à la CNTS FC Authentique après la décision de la Cour suprême. Former les nouveaux élus des collectivités territoriales pour la sauvegarde de l'environnement dans toutes les communes, tel est l'objet de l'atelier tenu par les jeunes volontaires pour l'environnement. La gestion des déchets, la propreté des terroirs sont les modules dispensés. Voici Djibril Nian, directeur de l'organisation JVE avec Mamadou Fall. Nous travaillons beaucoup avec les collectivités et nous avons besoin d'harmoniser la compréhension dans le domaine du développement durable, dans le domaine de l'environnement pour pouvoir continuer à travailler avec eux. C'est pourquoi nous avons initié cet atelier pour renforcer
harmoniser et renforcer les capacités des différents élus des communes de la région de Dakar, échanger avec eux, leur faire comprendre les enjeux liés au climat afin de faciliter la collaboration avec les organisations de la société civile, surtout dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de perspectives, parce que déjà nous avons des projets à mettre en œuvre dans ces zones-là. Donc dans ces projets-là, il y a des projets qui sont liés à la gestion des déchets, il y a des projets qui sont liés à l'éducation, à l'environnement, il y a des projets qui cherchent même à accompagner les communes dans la mise en œuvre de plans de développement. Et puis je vous l'annonçais hier, la Sénélec dans le réseau électrique de la CEDEAO, l'interconnexion est désormais chose effective. Ainsi, les 14 pays membres de la CEDEAO voient leur réseau intégré. Dissa Prera. C'est un vieux rêve qui devient une réalité. Interconnecter les 14 pays de la CEDEAO, une prouesse qu'il fallait le faire, et c'est arrivé en 2023. C'est un rêve multiple en tant qu'ancien DG, un rêve technique. Nous avons participé à la conception d'une unité de nos pays à travers l'électricité. La pertinence, c'est que pour un pays donné, quand vous avez plusieurs pays qui s'interconnectent, premièrement, vous améliorez la fiabilité du réseau, c'est-à-dire que vous mutualisez les risques. Et donc, s'il y a des défaillances de réseau, d'autres réseaux prennent le relais et vous permettent d'être alimentés. Et s'il y a des problèmes de production, en fait, comme vous mutualisez les productions, si vous avez une défaillance de production, les autres viennent à votre secours. Un travail de longue haleine, un projet qui a traversé des générations de managers de la Sénélec. Que l'histoire est venue à son heure. Comme vous le savez, j'ai été président du comité de pilotage du West African Power Pool pendant 2 ans. À l'époque, c'était en 2006. 2006, ouais, j'étais 2005-2006, j'ai été président du comité de pilotage. On était 4 directeurs généraux à avoir apposé notre signature sur la création du WAP, de cette interconnexion qui est un long chemin et un long chemin qui est bénéfique à tous ces pays de la CEDEAO. C'est multiple, les atouts sont multiples. Ne serait-ce que du point de vue de l'accès à un marché unifié. Ça vous permet, disons, si vous avez comme aujourd'hui la Sénélec, un surplus de production, parce que l'autre jour j'ai entendu le directeur général dire que vous êtes à 1700 MW aujourd'hui de puissance installée. Même si on revient à la puissance disponible, quand même c'est assez impressionnant. Pour une pointe aujourd'hui, atteinte récemment de plus de 1000. Donc vous avez franchi un palier d'ailleurs. Hein? Vous êtes sorti des mégas et vous êtes aujourd'hui au niveau des gigas. Cette interconnexion reste un événement historique, une matérialisation de l'intégration africaine. Ces performances, réaliser l'interconnexion des 11 pays de la CEDEAO en attendant l'arrivée du dernier bloc qui sera constitué par le Niger et le Nigeria, qui sont interconnectés et qui vont d'ici quelques mois nous rejoindre pour constituer enfin le marché unifié de la CEDEAO. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas mesurer l'ampleur de ce qui vient de se faire, parce que les pères fondateurs ont toujours rêvé de cela. Et c'est maintenant que ça vient d'être réalisé pour leurs petits-enfants et leurs petits-fils. Et cela va continuer pour toute l'existence. Une interconnexion qui va davantage améliorer et stabiliser le système électrique, mais cela va aussi permettre à ce même système de résister à beaucoup de perturbations. Sidissa, prise en charge et accompagnement des personnes vivant avec un handicap. La Fédération sénégalaise des associations de personnes vivant avec un handicap sensibilise les parlementaires. Un atelier de formation a été organisé à Mbour. Objectif, permettre aux députés de mieux cerner leurs préoccupations.
Vous savez que les parlementaires ont différentes fonctions, mais nous avons jugé nécessaire de mettre l'accent sur le caractère d'évaluateur de ces derniers. Et pour ce faire, nous avons pensé qu'il était nécessaire pour eux de comprendre, d'appréhender la dimension du handicap suivant les axes. D'abord, la compréhension des textes internationaux qui régissent le handicap, notamment la Convention des droits des personnes handicapées, le traité de Marrakech, entre autres. Et au niveau national, évidemment, de parler de la loi d'orientation sociale relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées. Ces différents aspects sont transcendés par des notions comme l'accessibilité, l'inclusion. Donc il est très normal qu'on puisse faire en sorte que les parlementaires puissent comprendre pour pouvoir mieux faire leur travail ces différentes notions susmentionnées. C'est donc une opportunité majeure pour nous, à la veille de sessions parlementaires, de permettre aux députés de mieux porter la parole des personnes handicapées en vue de garantir l'accès et l'usage des services comme tous les Sénégalais. Et puis dans l'actualité sportive, retenez quart de finale Coupe du Sénégal. L'AS Jaraaf s'impose finalement devant Agel de Rufisque et se qualifie ainsi pour les demi-finales. Elle va rencontrer Guédiawaye FC au stade Diarème. Dans l'autre demi-finale, Amitié FC de Thiès va accueillir le stade de Mbour. Les dates des rencontres ne sont pas encore communiquées par la Fédération sénégalaise de football. Et puis dans l'actualité internationale, l'Ukraine, la Russie, l'Iran et la Guinée, où l'effondrement d'un immeuble a fait plusieurs victimes selon un bilan provisoire. Daniel Diouf. 6 personnes, dont un enfant porté disparu après l'effondrement d'un immeuble de 6 étages en construction dans une banlieue de la capitale guinéenne Conakry. C'est ce qu'ont indiqué mardi à l'AFP des sources locales. L'immeuble s'est effondré lundi en fin d'après-midi. Les victimes, 5 ouvriers et un enfant. Cet immeuble fait partie du projet de construction de logements sociaux lancé par le gouvernement guinéen pour héberger les travailleurs du secteur public. Une première depuis 11 ans, un président de la République islamique d'Iran qui effectue une visite dans 3 pays africains. Ebrahim Raïssi qui initie une tournée au Kenya, en Ouganda et au Zimbabwe. Une nouvelle étape de l'offensive diplomatique lancée par l'Iran pour trouver de nouveaux alliés sur la scène internationale pour contourner les sanctions américaines. À Nairobi, où il est arrivé mardi, il a été reçu par son homologue kényan, William Ruto, qui a décrit l'Iran comme un partenaire stratégique essentiel du Kenya. Les 2 hommes ont signé 5 protocoles d'accord de coopération dans les domaines de l'information, de la communication, des technologies, de la pêche, de la santé animale et des produits de l'élevage. Ils ont aussi pris des mesures en faveur des investissements. L'initiative de la mer Noire. Il s'agit de cette initiative qui permet l'acheminement de céréales de l'Ukraine vers les régions du monde en proie à la famine. Un accord qui a été conclu à Istanbul par l'Ukraine et la Russie sous l'égide de la Turquie et des Nations Unies. Elle expire le 17 juillet, déjà prolongée à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était le 17 mai. Et si la Russie ne prolonge pas cet accord, il y aura des impacts significatifs sur les prix mondiaux des denrées alimentaires et sur la sécurité alimentaire de millions de personnes dans le monde, principalement en Afrique, au Moyen-Orient et dans certaines régions d'Asie, selon la directrice du programme pour la sécurité alimentaire mondiale au Centre d'études stratégiques et internationales. Et puis l'Allemagne va livrer pour près de 700 millions d'euros d'armes supplémentaires à l'Ukraine. C'est ce qu'on a appris de sources gouvernementales allemandes mardi, au premier jour du sommet de l'OTAN à Vilnius en Lituanie. Deuxième contributeur en matière d'aide militaire pour l'Ukraine après les États-Unis. L'Allemagne avait déjà annoncé le 13 mai dernier, à la veille d'une visite du président Volodymyr Zelensky, des livraisons d'armes pour 2,7 milliards d'euros. La France lui emboîte le pas. Le président Emmanuel Macron a annoncé ce mardi au sommet de l'OTAN que son pays allait aussi livrer des missiles longue portée à l'Ukraine, des missiles qui permettent des frappes dans la profondeur, selon le chef de l'État français. Merci Daniel, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite avec Papa Blader et son invité ce soir, le professeur Idriss Abbas. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.